Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour les élèves de Réto sur le mouvement harmonique. Alors, qu'est-ce que le mouvement harmonique? Si vous prenez une sphère suspendue à un ressort et que vous écartez cette sphère de sa position d'équilibre et puis que vous la lâchez, elle va effectuer un mouvement d'oscillation, c'est-à-dire un mouvement d'aller-retour. Si vous prenez juste un seul aller-retour, donc on est parti de cette position inférieure, on est monté jusqu'à une position supérieure et on est revenu à la position de départ, alors le temps nécessaire pour accomplir cet aller-retour est constant, il ne dépend que de la constante de raideur du ressort et de la valeur de la masse qui lui est accrochée, et s'appelle la période. Et on note ce temps avec un grand T, simplement parce que c'est un temps caractéristique. Alors, cette période, elle est donnée par, on le démontrera plus tard, elle est donnée par cette relation-ci. 2π fois racine de m sur k ne dépend donc que de la valeur de la masse et de la valeur de la constante de raideur du ressort. Ce mouvement, on peut également le regarder le long d'un référentiel vertical. Et donc, le but de notre jeu aujourd'hui, ce sera de donner une équation qui caractérise la position de la sphère le long du référentiel Y, que l'on appelle l'élongation, au cours du temps. Alors, juste quelques petites notions de vocabulaire. Quand la sphère se trouve ici, le ressort n'est ni allongé ni comprimé, il est à sa position d'équilibre. Donc ceci, c'est la position dite d'équilibre. Si vous accrochez une masse à un ressort et que vous n'y touchez plus, il n'y a rien qui bouge, tout est en équilibre, et la masse est alors à cette position-ci. Vous étirez la masse vers le bas, d'une valeur de quelques centimètres, elle va posséder cette masse suffisamment d'énergie pour remonter exactement à la même position, ou à la position équivalente vers le haut, et cette distance-ci est égale à celle-ci. Cette distance-ci s'appelle l'amplitude. Et donc nécessairement, l'amplitude sera la valeur maximale que pourra prendre y, que l'on appelle l'élongation. Donc la valeur maximale de y, ce sera l'amplitude de façon positive si on est au-dessus, et de façon négative si on est en dessous. Et donc la position de l'oscillateur évolue au cours du temps. Qui dit variation de position au cours du temps dit vitesse. Il nous faudra aussi trouver l'équation de la vitesse, mais cette vitesse va aussi varier au cours du temps, parce que si vous pensez à vos cours de l'année dernière, la vitesse c'est un vecteur qui est enfoncé dans la sphère. Quand le vecteur sera dans le sens de notre référentiel, il sera positif, il aura une composante scalaire positive plus exactement. Quand il sera dans le sens opposé, il aura une composante scalaire négative. Et donc du coup, la vitesse change au cours du temps, ne fût-ce qu'en signe. On verra que ça change également en intensité, bien évidemment. Et donc du coup, comme il y a une variation de vitesse, il y a aussi une accélération. Et on va devoir aussi trouver l'équation de cette accélération au cours du temps. Alors, c'est pas simple dans un premier temps parce qu'on peut se dire qu'on n'a jamais rencontré de mouvement d'oscillation précédemment, mais il y a un truc. Et le truc, c'est de considérer une sphère qui effectue un mouvement le long d'un cercle. Et si on projette le mouvement de la sphère sur un mur, alors on obtient une ombre. Et cette ombre, quand la sphère va effectuer un mouvement complet, l'ombre, elle va effectuer un aller-retour complet. Donc si la sphère prend un certain temps pour faire le tour complet, l'ombre va prendre exactement le même temps pour faire un aller-retour complet. C'est le temps caractéristique qu'on a appelé la période tout à l'heure. Alors, il faut définir un nouveau paramètre qui est, quand je suis du côté du disque, la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire, comme son nom l'indique, elle caractérise l'évolution de l'angle au cours du temps. En effet, si je considère qu'à l'instant initial, la sphère est ici, après un certain temps, elle va se retrouver ici, et elle aura donc balayé un certain angle alpha pendant un certain temps t. Et donc, la vitesse angulaire, c'est le rapport entre la valeur d'alpha et la valeur de t. Si je laisse le temps à la sphère de faire un tour complet, l'angle, c'est l'angle complet, c'est-à-dire 2π radians. Et le temps, c'est le temps nécessaire pour faire un aller-retour complet. On l'a défini juste avant, c'est la période. Et donc on se retrouve avec cette définition. Oméga, c'est 2π sur t, et c'est aussi 2π fois f, puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. Quand on observera le mouvement le long du cercle, il y a en effet un angle qui est balayé au cours du temps, et on pourra parler de vitesse angulaire. Quand on analysera le mouvement d'oscillation le long du référentiel Y, il n'y a plus d'angle balayé, et donc ce paramètre oméga, on ne l'appellera plus vitesse angulaire, mais on l'appellera la pulsation. En effet, plus la vitesse angulaire est grande, et plus la pulsation ici est rapide.
Prenons donc un disque ou un cercle dont le rayon est donné. Si je considère que j'enclenche le chrono quand la sphère est ici et que je la fais tourner à une vitesse oméga le long du cercle, alors après un certain temps, elle se retrouve ici. Ce qui veut donc dire que son ombre projetée s'est déplacée le long du référentiel Y et possède donc maintenant une certaine valeur d'élongation que je note Y à l'instant T. Cette valeur de Y, c'est ce petit segment sur le triangle qui est ici. Oméga, on a défini comme étant le rapport entre alpha et t. Donc si on fait un produit en croix, alpha bien sûr c'est oméga fois t. Pour un même temps, plus la vitesse angulaire est grande et plus l'angle balayé est important, c'est logique. Considérons ce triangle rectangle. À l'intérieur du triangle rectangle, on peut écrire sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, et on sait que on peut remplacer alpha par oméga t. Alors, le côté opposé, c'est pas compliqué, c'est y à l'instant t. Qu'est-ce que l'hypoténuse? C'est un petit peu plus subtil. Si je laisse la sphère parcourir un quart de cercle, alors l'ombre projetée, c'est toute cette valeur-ci. C'est donc la valeur maximale, ça correspond à la valeur maximale de Y, de la position, puisqu'après la sphère va redescendre et que l'ombre va revenir sur ses pas. Donc c'est la valeur maximale de Y, c'est donc l'amplitude, et donc le rayon n'est rien d'autre que l'amplitude. Et donc je peux dire que le côté opposé, c'est la valeur de Y à un instant t, que l'hypoténuse c'était le rayon, autrement dit l'amplitude, et en faisant le produit en croix entre ce terme-ci et celui-ci, on obtient YT égale A fois sinus oméga t. Alors, c'est une première équation horaire puisqu'elle est fonction du temps, c'est une première équation horaire de la position de l'oscillateur le long du référentiel Y, c'est-à-dire de l'élongation au cours du temps. On a juste un problème, cette équation elle est restrictive. Pourquoi? Parce que si je remplace t par 0, quelle que soit la valeur de oméga, sinus de 0, ça donnera toujours 0. Et ça veut dire que je suis condamné à allumer mon chronomètre quand la sphère est à cette position-ci, c'est-à-dire qu'elle s'apprête à monter, c'est-à-dire quand l'oscillateur passe par sa position d'équilibre tout en se déplaçant vers le haut. Alors si vous faites l'expérience, je vous défie d'aller enclencher votre chrono à cet instant-là, parce que la position d'équilibre, elle n'est pas clairement visible. Les deux extrémités sont clairement visibles, mais la position d'équilibre, elle ne l'est pas. Et donc, si on considère la première équation du mouvement, celle qui vient d'être trouvée, alors le graphique va toujours commencer en 0, 0. Alors, on voudrait donc un autre cas de figure. On ne veut plus démarrer ici à la position d'équilibre, parce que c'est trop compliqué. On voudrait pouvoir enclencher le chronomètre à un autre instant. Alors, je prends un instant quelconque. Donc, t est égal à 0. On se trouve à une position quelconque entre la position d'équilibre et l'amplitude. Ce qui veut donc dire qu'à cet instant, il y a déjà un angle que l'on appelle phi qui correspond à cette position. Et cet angle phi, on l'appelle la phase. Autrement dit, la phase, c'est la valeur de l'angle qui me permettra de considérer une valeur d'élongation qui n'est pas nulle à l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire quand j'enclenche le chronomètre. Alors, cette valeur de y quand t est égal à 0, elle est ici. Elle est ici et je la retrouve ici sur le triangle rectangle dont on reparle de suite. Ce qui veut donc dire que sinus de la phase, c'est ce petit côté, c'est-à-dire la valeur de y quand t est égal à 0, divisé par l'hypoténuse, et vous savez maintenant que l'hypoténuse, c'est l'amplitude. Donc il faut que je trouve une équation horaire de l'élongation, telle que, quand je remplacerai à l'intérieur de cette équation horaire t par 0, je trouverai comme valeur de y a fois sinus phi. Alors la seule façon de faire, c'est de prendre cette formule-ci. Si on met la phase à l'intérieur de l'argument, vous voyez que quand on remplacera t par 0, donc quand j'essayerai d'évaluer y quand t est égal à 0, quelle que soit la valeur de la pulsation oméga, si t vaut 0, alors ce terme-ci est nul, et je trouverai que y de t est égal à 0 est égal à a fois sinus phi. Et donc, quand j'enclenche mon chrono, la valeur de y est bel et bien différente de 0. Et donc, j'aurai quelque chose qui correspond à ceci. La valeur de y quand t est égal à 0 est une valeur quelconque entre 0 et plus a. Alors prenons le cas bien spécifique pour lequel,
pour enclencher le chrono, et pour faire l'expérience, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, je comprime la sphère de 15 cm vers le haut, et je la lâche. Et à l'instant auquel je la lâche, j'enclenche en même temps le chrono. Donc t est égal à 0 quand on est ici au-dessus. Pour trouver la phase qui correspond à ce mouvement, c'est assez simple, il suffit d'imaginer le cercle dont on est parti pour faire la démonstration de l'équation horaire, et de se dire que si à l'instant initial la sphère elle est ici tout au-dessus parce que le ressort est complètement comprimé, alors ça correspond à cette position dans le cercle trigonométrique. Et ça veut donc dire que la phase de départ, elle vaut un quart de cercle trigonométrique, c'est-à-dire pi demi. Donc dans cette équation-ci, je pourrais remplacer la phase par pi demi. Donc on est d'accord que cette phase ne dépend que de l'instant initial, de l'instant auquel j'enclenche le chrono, et donc une fois que le chrono est enclenché, le mouvement est étudié, et donc la valeur de la phase est une constante, bien évidemment. La valeur de l'amplitude dépend de l'énergie de l'expérimentateur. Si l'expérimentateur comprime de 15 cm vers le haut, l'amplitude est de 15 cm. S'il avait comprimé seulement de 5 cm, l'amplitude aurait été de 5 cm également. La valeur de oméga, c'est une constante qui dépend uniquement, on l'a déjà vu précédemment, qui dépend uniquement de la constante de raideur et de la valeur de la masse. On a vu T est égal à 2pi fois m sur k, mais qui revient à dire que oméga, c'est égal à k sur m, puisque oméga, c'est égal à, rappelez-vous, 2pi sur la période. Donc cette valeur de oméga, si j'ai un oscillateur en main, ce n'est pas moi qui la maîtrise, elle est fixée par la constante de raideur et par la masse qui était accrochée. Et donc dans cette équation, la seule variable évidemment, c'est le temps. Alors ça nous donne un graphique qui ressemble à ceci. Quand t est égal à 0, on a comprimé la sphère, elle se trouve à 15 cm quand t est égal à 0, puis elle va descendre, traverser la position d'équilibre, aller jusqu'à la position inférieure équivalente, c'est-à-dire jusqu'en moins 15 ici, et puis revenir à son point de départ. Donc dans le cas qui est illustré ici, la période vaut 1/10 de seconde. Alors on a dit que comme l'élongation était variable au cours du temps, il fallait pouvoir définir une vitesse. Alors la vitesse on l'obtiendra simplement en regardant la façon dont l'élongation varie au cours du temps, c'est-à-dire en dérivant ceci. Si vous dérivez a sinus oméga t plus phi par rapport au temps, sachant que a, oméga et phi sont trois constantes, vous n'aurez pas de mal à trouver cette expression-ci. Vous n'aurez aucun mal pour autant que vous fassiez le transfert par rapport à ce que vous faites très bien en mathématiques. Si je vous disais en mathématiques y égale une constante choisie au hasard, je vais prendre 15 aussi, fois sinus d'une autre constante 5 fois x plus 2, et que je vous demande de dériver ceci par rapport à x, vous me direz sans problème, ça vaut 15 fois cosinus de 5x plus 2 multiplié par la dérivée de l'argument par rapport à x, c'est-à-dire 5. Et donc, du coup, transposer ceci à la physique, ceci c'est A, ceci c'est A oméga, et donc on a A oméga, fois le cosinus de l'argument, c'est-à-dire de oméga t plus phi. Donc cosinus oméga t plus phi. Donc ce n'est pas plus compliqué qu'en mathématiques. Et ceci nous donne un graphe qui ressemble à ça. Alors ça, c'est important de comprendre le lien entre les deux. Celui-ci, le graphe de la vitesse, est la dérivée du graphe de l'élongation. Et donc si vous prenez la tangente ici, ici et ici, vous voyez qu'en ces trois endroits, la tangente présente une pente nulle, et donc à ces trois endroits, à ces trois instants, la vitesse a une valeur nulle. Quels sont ces trois instants? C'est quand l'oscillateur est en plus 15, en moins 15 et de nouveau en plus 15. Autrement dit, quand l'oscillateur est à ses deux extrémités, la vitesse s'annule. C'est tout à fait logique puisque l'oscillateur doit rebrousser chemin. Il monte, il doit s'arrêter pour revenir dans l'autre sens. Il descend, il doit s'arrêter pour remonter. Donc c'est logique. Observons encore la pente. Elle présente deux valeurs maximales identiques, mais l'une qui est maximale et négative, l'autre qui est maximale et positive. Ce qui veut donc dire qu'à cet instant, la vitesse est maximale et négative. C'est bien le cas. Tandis qu'à cet instant, la vitesse est maximale et positive. C'est bien le cas. Pourquoi maximale et négative? Eh bien simplement parce qu'on traverse la position d'équilibre
Et quand on traverse la position d'équilibre en venant de plus 15, on la traverse avec une vitesse tangentielle qui est orientée vers le bas. Or, on a choisi un référentiel orienté vers le haut, et donc on aura effectivement une composante scalaire négative. À l'inverse, quand on traverse cette position d'équilibre, on vient de y est égal à moins 15, et on remonte. On vient de y est égal à moins 15, et on remonte, et donc la vitesse à cet instant-là est orientée vers le haut. Et donc dans notre référentiel, elle aura une composante scalaire positive. Alors, c'est pas fini. La vitesse à chaque instant varie. Et donc, si la vitesse varie à chaque instant, on va devoir définir une accélération en dérivant la vitesse, donc en regardant l'évolution de la vitesse au cours du temps. Et donc, la vitesse est donnée par la dérivée de... l'accélération est donnée par la dérivée de la vitesse. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. A et oméga étant tous deux constants, le produit à oméga l'est également. Oméga est constant, phi est toujours constant. On dérive un cosinus, ça nous donne moins sinus, multiplié par la dérivée de l'argument, c'est-à-dire oméga. Mais comme on a déjà un oméga devant, ça va nous donner un oméga carré. Donc, de façon plus élégante, si on regroupe tous les facteurs à l'avant, ça donne moins a oméga carré fois sinus oméga t plus phi. Alors, ce graphique, c'est celui-ci. Et on peut de nouveau établir un lien avec le graphique précédent, évidemment. La vitesse présente une tangente, dont la pente est nulle à cet instant-ci et à celui-ci. L'accélération est donc nulle précisément à cet instant-là et à celui-là. Quels sont ces instants? Ce sont les instants pour lesquels l'élongation est nulle également. Donc, quand on passe par la position d'équilibre, l'accélération est instantanément nulle, juste à cet instant-là. Qu'en est-il des autres moments? Ce graphe présente une pente maximale est positive ici, et donc une accélération maximale est positive ici. Une accélération maximale est négative ici, puisque la pente de la vitesse est maximale et négative ici. Quels sont ces deux instants-là? Ce sont les instants des positions d'élongation extrême, soit quand on est en y est égal à moins 15, c'est-à-dire ici, soit quand on est en y est égal à plus 15, c'est-à-dire ici au-dessus. Et donc les accélérations sont maximales là-haut. C'est logique. Rappelez-vous, l'accélération c'est une notion vectorielle. Et l'accélération c'est la variation du vecteur vitesse au cours du temps. Et ce sont à ces deux positions extrêmes que le vecteur vitesse subit le plus gros changement, puisque sa composante scalaire était positive, qu'elle s'annule et qu'elle doit devenir négative. Et ici, l'inverse, elle était négative, elle s'annule, elle doit devenir positive. Et donc, la plus grande variation de vitesse a lieu aux deux extrémités. C'est donc aux deux extrémités que l'accélération est maximale. Alors, on a parlé de valeur de vitesse maximale et de valeur d'accélération maximale. Quelle est cette valeur? C'est pas très compliqué quand on regarde l'expression de la vitesse. A oméga est une constante, alors que le cosinus, lui, varie, vous le savez bien, entre moins 1 et plus 1. Et donc la valeur maximale du cosinus, c'est 1. Et forcément, on aura la valeur maximale multipliée par A oméga, qui va donner A oméga fois 1, ce qui veut dire que la valeur de Vmax, c'est simplement A fois oméga. De façon similaire, on a ici moins A oméga carré, le sinus qui est, donc moins A oméga carré c'est une constante, le sinus varie aussi entre moins 1 et 1, quand le sinus vaut 0, l'accélération est nulle, quand le sinus vaut 1,5, l'accélération vaut moins A oméga carré sur 2, la plus grande valeur de l'accélération, c'est quand le sinus vaudra sa valeur maximale, c'est-à-dire plus ou moins 1, et donc la valeur maximale de l'accélération, c'est A oméga carré. Donc plus A oméga carré et moins A oméga carré. Voilà. Alors encore une autre chose qui est importante à comprendre avec les notions que vous possédez maintenant de l'année dernière de la dynamique, c'est-à-dire de l'étude des forces. Les mouvements d'oscillation sont un peu des valses à 4 temps. Donc on a à chaque fois une période qui est répartie en 4 temps différents. Le premier quart de période, c'est celui-ci. Que se passe-t-il pendant ce premier quart de période? La sphère est ici à sa position extrême et elle descend vers sa position d'équilibre. Alors, que se passe-t-il ici? Pendant ce temps-là, la vitesse présente une composante scalaire négative. C'est logique, puisqu'on est en train de descendre. Le vecteur tangentiel, le vecteur vitesse tangentielle se trouve orienté vers le bas, avec un référentiel orienté vers le haut. La vitesse a une composante scalaire négative. Qu'en est-il de l'accélération? L'accélération a une composante scalaire qui est également négative à cet instant-là, ce qui veut dire que pendant le premier quart de période,
la vitesse est orientée vers le bas, à l'opposé de notre référentiel, et l'accélération également. Or, vous savez maintenant que s'il y a une accélération vers le bas, c'est qu'il y a une force vers le bas. Et donc, pendant ce premier quart de mouvement, la force agit dans le sens du mouvement, et il y a bel et bien une accélération. Vitesse et accélération portent le même signe. Il y a une accélération. Alors vous pouvez même aller plus loin. Pourquoi est-ce que la force est vers le bas à cet instant-là? C'est assez simple. Comme le ressort est comprimé, la seule force qui agit ici, c'est la force de rappel. Elle sera orientée vers le bas, et donc dans le sens du mouvement. Deuxième temps de la valse à 4 temps. Le deuxième temps, c'est celui-là. Pendant ce deuxième temps, l'oscillateur passe de sa position d'équilibre vers moins 15 cm, donc on est en train de descendre ici. Pendant ce temps, puisqu'on descend, la vitesse est à l'opposé du référentiel, elle a une composante scalaire négative. Par contre, l'accélération a une composante scalaire positive. Pourquoi? Parce que la force a une composante scalaire positive. Pourquoi? Parce que la force est orientée vers le haut. Bien, pourquoi? Parce que comme on est en train de descendre, on est en train d'étirer le ressort au-delà de sa position d'équilibre, et donc la force de rappel va rappeler vers la position d'équilibre, et donc sera bel et bien orientée vers le haut. Et donc, si au cours de la première étape, je reprends mon bic vert, si au cours de la première étape, quand on descendait ici, la vitesse et l'accélération étaient toutes deux positives, on était bel et bien en train d'accélérer. Pendant cette deuxième phase du mouvement, la vitesse est positive et l'accélération, c'est-à-dire la vitesse est négative et l'accélération, c'est-à-dire la force, s'y oppose puisqu'elles sont positives. Pendant cette deuxième partie du mouvement, on est en train de décélérer. Alors attention, on accélère et on décélère, mais à des rythmes qui ne sont pas constants, évidemment. Regardez les valeurs d'accélération. Dans le premier cas, on accélère, mais de moins en moins fort, jusqu'à ne plus accélérer à cet instant-ci. Puis on décélère de plus en plus fort, puisque la valeur de l'accélération ou de la décélération est de plus en plus grande. Le troisième temps de la valse, c'est ce temps-ci. Durant ce temps-ci, que fait-on? On vient de y est égal à moins 15 et on remonte en y est égal à 0. Donc on vient ici et on remonte là-haut. Comme on remonte, la vitesse est dans le sens du référentiel, elle a une composante scalaire positive, toutes les valeurs sont positives. L'accélération est ici, elle correspond à toute une série de valeurs positives également. L'accélération a une composante scalaire positive parce que l'accélération est orientée vers le haut. Si l'accélération est orientée vers le haut, c'est que la force l'est également, on l'a dit. On est toujours dans une position où le ressort est toujours étiré au-delà de sa position d'équilibre, et la force de rappel sera toujours vers le haut. Mais le ressort est de moins en moins étiré au fur et à mesure que l'on remonte, donc la force de rappel est de moins en moins forte, donc l'accélération est de moins en moins forte. Donc on accélère, mais avec des valeurs qui sont de moins en moins grandes, jusqu'à ne plus accélérer du tout quand on passe par ce point-là. Donc il y a en effet une accélération durant ce troisième temps. Et le dernier temps, eh bien durant le dernier temps, que fait-on? On a dépassé la position d'équilibre, on va rejoindre y est égal à plus 15, donc ça correspond à ce déplacement-ci. Pendant ce temps-là, comme on se déplace vers le haut, la vitesse a une composante scalaire positive, toutes ces valeurs sont bel et bien positives, et l'accélération, elle, est ici. Elle correspond à des composantes scalaires négatives, ce qui veut donc dire que l'accélération est vers le bas, le vecteur accélération est vers le bas parce que la force est vers le bas. Pourquoi la force élastique est vers le bas? Simplement parce que le ressort est comprimé, et donc nécessairement la force de rappel sera orientée vers le bas. Et donc, la vitesse étant orientée vers le haut et l'accélération étant orientée vers le bas, l'accélération et donc la force s'opposent au mouvement, il s'agit d'une décélération. Donc, si on résume, on accélère de moins en moins fort, en se déplaçant vers la position d'équilibre, puis on décélère de plus en plus fort en venant vers la position extrême, on accélère de moins en moins fort tout en se redirigeant vers la position d'équilibre, et puis on décélère de nouveau de plus en plus fort en se rapprochant de la position extrême qui correspond à y est égal à plus a. Voilà,
Il y a quand même matière derrière tout ça. C'est bien d'y réfléchir beaucoup, de se poser plein de questions, d'essayer de refaire tout ça, d'essayer de faire des comparaisons avec son cours de maths, de regarder les équations algébriques, de regarder les courbes qui sont tracées, c'est-à-dire les graphiques, et surtout de toujours leur lier à la réalité physique. Voilà, c'est bien bossé, c'est le temps de la pause, bravo et à bientôt.